Merci donc d'être à l'atelier. L'atelier, vous savez, ce lieu de rencontre où on se parle, on échange, on controverse parce qu'il en faut et on construit. En ce moment, on entend dans les ronds-points, dans les carrefours, sur la toile, etc., on entend quelque chose comme ça serait quand même bien temps que le malheur succombe. Voilà un peu de choses près le titre de notre soirée. Nous sommes donc encore ce soir, l'atelier, en tous les cas, nous essayons d'être en prise directe avec la réalité. Cette réalité, nous allons entendre d'abord l'exposé, ensuite nous débattrons comme nous on, et vers les 20h à peu près, nous nous séparerons. L'atelier a choisi de faire animer cette soirée par deux personnes hors de ses rangs, mais l'une, vous la connaissez parce qu'elle a déjà animé, Anne Gérard, rappelez-vous, le débat sur les migrants, et Sandra Maillet. Toutes les deux sont membres d'un groupe de théâtre qui s'appelle, ça doit aller à ce que j'ai dit tout à l'heure, je crois bien qu'il s'appelle les Communards. Alors les communes arts. Les communes arts, mais je préfère dire les communards parce que ça fait le tout de la soirée. Si vous le permettez, Anne et Sandra, à vous de conduire la soirée et bon courage pour la discussion. Alors, bonsoir. Donc, on va faire très vite pour laisser, bien sûr, la parole à Jean-Pierre Siméon. Comme je lui disais, je ne vais pas faire une biographie exhaustive, ça serait beaucoup trop long. Mais tout de même, poète, dramaturge, essayiste, homme de théâtre, c'est comme ça qu'on l'a rencontré. Homme de théâtre, compagnon de route du metteur en scène Christian Schiaretti, au Centre dramatique national de Reims, puis au TNP de Villeurbanne. Jean-Pierre Siméon, qui a été aussi directeur du Printemps des Poètes, donc de 2001 à 2017, je crois, et donc nous revoilà avec donc la poésie. Alors nous, Sandra et moi, pourquoi nous ici ce soir? On est d'abord très émus d'avoir été invités pour présenter et animer cette soirée. Donc on appartient, comme Pierre vient de le dire, nous on aime bien dire à un collectif de théâtre. Le mot est fort, le mot a du sens. Donc il s'appelle effectivement les communards. Et on a une histoire, on va dire, particulière avec les textes de Jean-Pierre Siméon, qu'on a découvert pour certains d'entre nous d'abord à la lecture, et qu'on a eu envie de convoquer, voire d'affronter au plateau. Et on s'est lancé dans l'aventure et on a mis en scène 3 textes de Jean-Pierre Siméon. Donc Témoin à charge, Odyssée dernier chant, et puis tout récemment en mai 2018, le beau, le sublime Stabat Mater Furiosa, qui est un texte qui moi me tenait particulièrement à cœur et que j'avais quelque part dans ma tête depuis des années. Ce cri de femme adressé à l'homme de guerre. Je suis celle qui refuse de comprendre, qui a été écrit, si je ne me trompe pas, en 1996, et qui résonne tellement fort aujourd'hui. Et on s'est confronté à cette langue, c'est un long poème dramatique, et en même temps, c'est une langue puissante. Je dirais c'est une langue charnelle, organique, c'est le mot que moi j'ai trouvé, qui me convient. C'est une poésie dramatique qui est ancrée dans le sol et ancrée dans les corps. Et on est parti à l'aventure et on est ravis de l'avoir fait. Voilà. Alors cette soirée, j'ai relu la petite invitation qui circulait sur Internet. Elle est placée aussi sous le parrainage de Jean Ferrat, puisqu'il y avait ce petit extrait de Ma France. Alors je suis remontée un petit peu dans le texte de la chanson, vous connaissez tous évidemment. Ces artistes cités par Jean Ferrat, d'abord le vieil Hugo tonnant de son exil, et puis il poursuit Picasso tient le monde au bout de sa palette, des lèvres d'Éluard s'envolent des colombes, et vient la phrase qui était sur l'invitation, il n'arrête pas tes artistes prophètes de dire qu'il est temps que le malheur succombe. Alors je suis allée chercher mon petit Robert, que j'ai toujours pas trop loin dans mon bureau. J'ai ouvert au mot prophète et j'ai lu celui qui voit, celui qui annonce, celui qui dit la vérité. Donc ça c'est intéressant. Donc Jean-Pierre Siméon, vous avez écrit en 2016 un essai qui s'intitule « La poésie sauvera le monde ».
On peut dire aujourd'hui que compte tenu du chaos du monde, que ce soit le monde proche ou le monde plus lointain, ça pourrait prêter à sourire. Je pense que si on va comme ça dans la rue d'emblée, ça va prêter à sourire. Qu'est-ce que la poésie peut avoir à voir avec le chaos du monde? On va sans doute en parler. Vous dites souvent qu'on a une idée fausse, enfin vous dites toujours qu'on a une idée fausse de la poésie, que loin d'être cette chose charmante et lénifiante, elle est une manière d'être, d'habiter, de s'habiter, et ce qui fait d'elle une éthique, une position morale dans le monde, dans son existence, dans son rapport à l'autre. Ce que vous appelez l'état de poésie, c'est une manière intransigeante de vivre pleinement l'existence, un engagement sans compromis qui suppose d'être en éveil et à l'affût. Donc ça nous semble très intéressant pour lancer la discussion. Et on peut partir vers deux questions. L'artiste, et particulièrement le poète, est-il prophète? Et la poésie sauvera-t-elle le monde? Et juste avant de laisser la parole au poète, Sandra va vous lire un très court poème qui vient d'un recueil qui s'appelle Sans frontières fixes, qui est paru, je crois, en 2004, qui pourrait peut-être constituer un premier élément de réponse, en tout cas à la première question. Voilà, je lui laisse la parole. L'étranger. Je suis née à Paris de parents français. Mon état civil est net comme une chemise du dimanche. Mais je suis étranger. Plus étranger que l'étranger à mon pays, quand il est dur et froid comme la pierre et fermé comme une porte au ciel changeant des visages. Je suis étranger à la beauté qui ne s'offre qu'à son miroir. Étranger à celui qui sonne le tocsin pour un courant d'air. Étranger, vraiment plus étranger que l'étranger lui-même, au pays qui met son blé et sa lumière à la cave du cœur. Voilà. Donc ce poème, qui pourrait avoir été écrit ce matin, et qui nous parlerait du monde d'aujourd'hui. Et voilà, on avait envie d'ouvrir avec ça. Donc maintenant, je vais me taire. Alors, on est d'accord sur le principe, un temps de parole et puis un temps... Parce qu'on sait que Jean-Pierre, il parle beaucoup, alors voilà, faut bien le... Et puis un temps surtout après, peut-être, de questions. On essaiera de le gérer, de questions, d'échanges avec Jean-Pierre Simeon. Voilà. Merci. Alors, non, rassurez-vous, justement, ce soir, je me suis dit que je voudrais qu'on passe plus de temps à converser, à échanger, que à simplement entendre ma parole, comme ça. Je ne suis pas frustré, je parle beaucoup, souvent, effectivement, j'arrête pas de faire des interventions. Donc, je suis déjà venu ici, en plus, certains peut-être m'ont déjà entendu, donc pas de redite, quoi. Ça serait mieux qu'on ait l'occasion de discuter. Maintenant, quand même, un petit propos liminaire, alors on va dire. Sur la question, c'est un défi. Moi, je réponds au défi qu'on me lance, et la question de l'intitulé de ce soir, c'est-à-dire cette phrase, effectivement, de Jean Ferrat. Ils n'en finissent pas, tes artistes prophètes, de dire qu'il est temps que le malheur succombe. Bon. Vous comme moi, je pense, si vous êtes là, comme moi, vous avez vibré aux chansons de Jean Ferrat et à celle-là particulièrement, et ça fait peut-être pas de doute. Or, curieusement, ça fait difficulté dès qu'on réfléchit un petit peu. C'est-à-dire qu'en tout cas, ça a fait difficulté pendant les dernières décennies, une telle affirmation. N'oubliez pas que la chanson, elle date des années 60, 62, je crois que c'est au début, ça doit être dans les années 60. C'est-à-dire un autre temps, une autre période historique, un autre contexte sociopolitique, n'est-ce pas? À un temps, on n'était encore pas très loin de la guerre et du Conseil national de la résistance, avec une idéologie encore très présente, celle du marxisme, celle du communisme, etc., très présente, avec l'éducation populaire par exemple, etc. Et le fait que l'art, que le poète soit en plein cœur du mouvement d'émancipation, ça ne faisait pas de doute, vous voyez. Or, il s'est passé une chose, c'est que cette période-là a eu son terme.
un terme qui a été plus ou moins brutal, la chute des pays communistes, etc. Vous voyez, je ne veux pas entrer dans le détail, la chute du mur de Berlin, et on va le dire, le délitement de tout ce qui faisait justement une part essentielle de l'imaginaire commun, c'est-à-dire la grande pensée d'une émancipation collective, et surtout, on peut dire que cette pensée d'une émancipation collective, elle venait de loin. Elle n'était pas le fait de quelques, je sais pas, récents de la guerre ou de l'avant-guerre. Elle venait de très 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 loin dans la culture française. On pourrait aller au-delà, mais là je vais m'en tenir là. C'est-à-dire que ça relevait au plus loin de l'humanisme, par exemple, n'est-ce pas? D'une pensée du monde où l'humain était celui qui marquait le progrès. Et la pensée première de l'humanisme, c'est qu'on n'était pas humain, on ne naît pas humain, comme l'a dit Jaurès après, on le devenait. Et que l'art, la culture, le savoir contribuaient à ce devenir humain. C'est une doxa, on va dire, on a tous vécu avec ça. Et quand Ferrat, c'est pas par hasard, il cite Hugo, on va dire que après le siècle des Lumières, qui, à sa manière, poursuit cette idée, par vous savez très bien, le grand principe que la raison, luttant contre l'obscurantisme, les superstitions et les bas instincts, la raison pouvait amener à un autre progrès humain, moral, celui-ci intellectuel. Alors après, au XIXe siècle, c'est relayé par ce qu'on a appelé le romantisme engagé, c'est-à-dire Hugo, évidemment, et qui a été la figure de proue, mais aussi Lamartine. N'oubliez pas que Lamartine a été un député aussi, hein, et beaucoup d'autres poètes à ce moment-là étaient concernés. Et n'oublions pas qu'au XIXe siècle, c'était assez évident que le poète, je parle du poète particulièrement, mais on va dire l'homme de culture en général, le créateur, était concerné par la chose politique, par l'évolution, les questions en tout cas que posait l'évolution de la communauté sociale et la communauté humaine en général. Par exemple, pensez à Rimbaud. Le jeune Rimbaud, la première chose qu'il fait dès qu'il peut s'enfuir des Ardennes, de son Charleville qu'il étouffait, dans la petite société bourgeoise qu'il voulait faire craquer, la première chose qu'il fait, c'est d'aller rejoindre les communards, n'est-ce pas? Voilà. Et il va à la commune. Et donc, on pourrait continuer comme ça. Évidemment, il y a ensuite tout ce qu'on a appelé l'engagement. C'est un terme du XXe siècle, évidemment. Les poètes engagés, les artistes engagés, dont on peut dire les deux grandes figures qui ont été citées ici, c'est Éluard évidemment et Picasso, mais il y a Aragon et puis il y a tous les autres. Vous voyez très bien que je pourrais faire une liste qui serait à peu près interminable, parce qu'on va dire que dans les années 30 jusqu'à l'après-guerre, pratiquement les 2/3 des grands artistes créateurs étaient communistes ou de sensibilité proche. Avec des nuances, évidemment, pas forcément encartées, mais ils étaient dans cette mouvance-là. Combien l'ont été, en tout cas, dans les années d'avant-guerre et d'après-guerre. Et c'est pas pour rien qu'il y a eu des comités d'intellectuels, de lutte contre le fascisme, des grandes... Je ne vais pas entrer dans un parcours historique précis, mais vous avez l'écho de ça dans vos têtes. À cette époque-là, il était naturel que les intellectuels du monde entier se retrouvent à Paris, à la Mutualité, pour réfléchir au devenir socio-politique de notre société, de notre civilisation même. Ça paraissait normal. Alors je vous ai dit que ce grand mouvement-là, dont moi je me sens complètement tributaire, et dont un grand nombre d'artistes sont encore tributaires, ce mouvement-là a été rompu. Il a été même délégitimé. Et c'est ça qu'il faut entendre, et même souvent, chez des gens militants pour qui ça fait évidence que la phrase comme je disais, de Ferrat paraît une belle chose qu'il faut croire, eh bien, en fait, cette pensée-là a été interdite, on va dire. Même frappée comment on pourrait dire, frappé de naïveté, d'une sorte de condamnation comme ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé?
il s'est passé que, vous le savez, à partir des années 60-70, quelque chose est arrivé dans la conscience des écrivains, notamment, mais de tous les artistes, comment dire, qui est la suite, peut-être, de tout un tas de choses que je n'ai pas le temps de détailler, mais par exemple de la façon dont les pays communistes ont traité la culture. Pensez à l'affaire Jdanov, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, j'imagine que ça vous dit quelque chose. Jdanov qui avait, grosso modo, je vais le dire schématiquement, au nom de l'Union soviétique, dit comment devait écrire, comment devait créer un artiste, n'est-ce pas? Il devait mettre son art au service du peuple. Bon. Et donc, ça a été quand même, la pensée jdanovienne, quelque chose qui a été partagé par beaucoup. C'est-à-dire que beaucoup d'intellectuels disaient « il faut que je sois au service de la révolution ». Promise, n'est-ce pas? Et ça ne posait pas tellement de problèmes. N'oubliez pas, par exemple, que même les surréalistes, qui naissent d'un mouvement anarchiste et libertaire, le dadaïsme, et qui est un romantisme, ils adhèrent tous en groupe avec André Breton, Aragon, etc., en 1928 au Parti communiste français. Et ils mènent un combat anticolonialiste, la guerre du Rif, etc., ils prennent position violemment. Et donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, vous voyez, les choses sont simples. Il se passe quoi? Et qu'est-ce qui fait la rupture? La rupture, elle vient justement, peut-être, et assez vite, n'est-ce pas, de la caricature que peut-être la pensée jdanovienne a impliquée. C'est-à-dire qu'on soumettait l'art et ses moyens, ses intentions comme ses moyens, à quelque chose qui était au-dessus de lui. Et ce quelque chose qui était au-dessus de lui, c'était une idéologie, on va dire, intouchable, n'est-ce pas, puisqu'elle était la vérité. Elle était la vérité de ce qui devait agir dans les sociétés. Interprétation du marxisme et léninisme, etc., etc. Tout ça, il faut le comprendre. Et à un moment donné, il y a réaction des artistes, y compris au Parti communiste, n'est-ce pas, contre cette soumission de l'art, soumission enjointe, n'est-ce pas, et acceptée, pour une bonne part, à la doxa de la pensée, n'est-ce pas? C'est-à-dire que l'art devait, quoi qu'il en soit, ne plus être, et c'est très juste si on l'oppose à un art bourgeois qui est là pour ornementer, devait être au service de ce qui est, au bout du compte, le désir commun, l'amélioration de la vie commune, si vous voulez. Alors, la question, je vais assez vite, parce que j'ai dit que je ne voulais pas parler trop longtemps, et donc je suis obligé de faire des simplifications, excusez-moi, mais c'est comme ça. Il se passe qu'il y a cet aspect-là des choses, le carcan dans lequel se sentent enfermés un grand nombre de créateurs, parce qu'au fond, ce qui fait un créateur, on l'a oublié à ce moment-là peut-être, quel qu'il soit, un cinéaste, un peintre, un danseur, etc., ce qui fait ça, c'est toujours un mouvement, une impulsion libertaire au début. C'est-à-dire quelque chose de très individuel, il faut bien dire, n'est-ce pas? Une sorte de pulsion en soi, certains diront les psychanalystes de libido, je ne sais pas, quelque chose, une énergie qui demande à s'affirmer, et quelque chose qui revendique une liberté absolue dans le langage utilisé, notamment, dans les moyens qu'il va utiliser pour dire quelque chose qui se cherche. J'emploie des termes assez vagues parce que je ne peux pas le dire précisément comme ça, sinon ça nous emmènerait trop loin. Et alors, il y a cette première chose, la prise de conscience de l'insupportable tutelle que pourraient exercer des commissaires du peuple, si vous voulez, n'est-ce pas? Une pensée qui serait une superstructure au-dessus du travail des artistes et qui s'opposerait à leur liberté nécessaire. L'art suppose, tout geste artistique suppose une liberté irrémédiable, qui ne soit subordonnée à rien. Et alors évidemment, au début, dire comment ils ont accepté à une période, on a accepté la subordination, parce qu'on se subordonnait à une pensée qu'on croyait la vérité, qu'on croyait le juste, qu'on croyait le bon. C'est ce que racontera Aragon, par exemple, n'est-ce pas? Et à un moment, on sent bien qu'il y a une sorte d'immense hiatus entre ce vœu de participer à une édification du meilleur, en quelque sorte, donc être embarqué dans un mouvement
positif, etc. Et il fallait bien accepter de perdre quelques prérogatives. Bon, il y a cette idée-là, et tout d'un coup, assez rapidement, l'artiste souffre de la non-liberté que ça implique, des interdits que ça implique. Et voir ici tout le problème très complexe, mais passionnant, qui mérite plus d'être réfléchi qu'on ne l'a réfléchi, le grand problème de tout ce qui est l'art et la culture dans les pays communistes. Moi, je les ai visités quand ils étaient encore communistes, l'Union soviétique notamment, la Hongrie, etc. Il y a un grand paradoxe. C'est-à-dire que dans la pensée marxiste-léniniste et dans la pensée, on va dire, soviétique, pour faire simple, il était évident que l'art et la culture étaient essentiels. Par bonheur, n'est-ce pas? On pensait que tout le monde devait avoir accès à la culture et que c'était, comme pour remonter à la grande tradition dont j'ai parlé tout à l'heure, que c'était nécessaire à l'émancipation, qu'un ouvrier devait apprendre et qu'il devait être confronté aux œuvres d'art, qu'il devait lire de la poésie. Et moi, quand j'allais en Union soviétique, dans la fin des années 70, début des années 80, avant donc encore les grands séismes, n'est-ce pas? Il y avait, et vous savez, un confort extraordinaire pour les artistes. Il y avait la maison des écrivains à Moscou, je suis allé, moi j'arrivais comme poète, on avait une voiture avec chauffeur, on avait des interprètes, etc. Et il y avait un livre de poésie était vendu à des millions d'exemplaires. Vous voyez? Et c'était évidemment des éditions d'État, avec tout ce que ça suppose, là encore, de contradictions. Bon, c'est un pan du problème. Il y a un autre pan du problème qui est plus complexe encore, mais celui-là est complexe, suffisamment complexe, n'est-ce pas? Et un autre pan du problème, c'est, j'en ai parlé la dernière fois que je suis venu, c'est le grand traumatisme d'Auschwitz, de la Deuxième Guerre mondiale, qui vient quand même après la Première Guerre mondiale, la Grande Boucherie, etc. etc. Mais surtout le grand désespoir des humanistes obligés, désespoir obligé, impasse, on va dire, aporie, tout d'un coup, objecté à l'humanisme tel qu'il s'était incarné pendant des siècles, n'est-ce pas? Objection donc qu'incarne Auschwitz, on va dire, et tout ce que ça signifie. C'est une métonymie. Je parle d'Auschwitz, je parle de tous les camps de concentration, etc. etc. C'est tout d'un coup la conscience que, du point de vue de l'humain, le mal était dans l'humain. C'est-à-dire cette idée que, ma foi, il n'y avait pas... contre le rousseauisme qui fait de l'homme une bonté à venir, si vous voulez, une bonté initiale et une bonté à venir, l'idée que tout d'un coup, mais le monstre était là. Vous savez, la fameuse bête immonde, quoi. Et le traumatisme est violent. Rappelez-vous la fameuse phrase qui a été érigée à l'époque en dogme et qui a été mal comprise sans doute et lue hors contexte. Mais ça fait rien. La fameuse phrase du philosophe Adorno qui disait « Écrire des poèmes après Auschwitz est barbare ». Vous voyez ce que ça signifie? C'est-à-dire qu'à un moment donné, tout l'art et la culture sont destitués de leur fonction, comme ça, d'éclairement, de leur fonction de participation à l'émancipation humaine. C'est-à-dire qu'on va dire que l'abjection qu'a signalé dans l'humain Auschwitz rend l'art dérisoire, d'une certaine façon. Je vais très vite parce que c'est complexe, mais ça explique, en grande partie, ce qui se passe dès les années 70 et qui va durer jusqu'aux années 2000, pendant 3 décennies pleines. C'est-à-dire un retrait de l'art, de la poésie particulièrement, de son rapport aux politiques. Et ça a été violent. Moi qui vibrais à la chanson de Ferrat et qui était élevé intellectuellement en lisant Neruda, Ritsos, Nazim Hikmet, vous voyez, tous ces poètes, grands poètes du XXe siècle, Aragon et Éluard évidemment, tous ces grands poètes du XXe siècle, qui étaient tous communistes, élevés, tous ces gens qui ont combattu toute leur vie. Nazim Hikmet, il a fait les 3/4 de sa vie en prison. Bon, alors moi qui étais à ça, j'ai été violemment pris à contre-pied. Et beaucoup des artistes et poètes après-guerre se trouvent dans cette contradiction. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il n'est plus légitime pour un artiste d'intervenir dans le politique. Et on voit bien qu'apparaît à ce moment-là en France et dans toute l'Europe quasiment,
Un peu moins dans les pays du Sud, mais beaucoup dans les pays du Nord, l'Allemagne, les pays scandinaves, la Belgique, la France, etc. On voit apparaître ce qu'on appelle le formalisme, pour faire simple. C'est-à-dire une œuvre d'art qui est coupée du processus social et politique. Une œuvre d'art qui vaut pour elle-même, qui est au fond le témoignage d'une interrogation individuelle, qui est une objection peut-être à un nihilisme général. Mais même, et c'est là que ça devient plus grave, n'est-ce pas, l'art devient lui-même le lieu d'expression d'un nihilisme général. C'est-à-dire que le grand souffle d'espoir qu'on entend chez Hugo, qu'on entend chez... Mais vous savez, aussi, la poésie politique ou l'art politique, c'est très très ancien, j'en parlais, je parlais de l'humanisme, mais il y a les poèmes politiques de Ronsard, on connaît tous les poèmes à Hélène de Ronsard, à Mignonne, allons voir si la rose, et les poèmes d'amour. Mais il a écrit plus dans sa vie de poèmes politiques, notamment sur les guerres de religion, j'ai dit des poèmes, que des poèmes d'amour, n'est-ce pas? Mais pensez au tragique d'Agrippa d'Aubigné. Il était normal qu'un poète écrive un grand texte sur le malheur du temps, n'est-ce pas? Voilà, et donc, tout d'un coup, ça est frappé d'invalidité. Et moi, jeune poète, à l'époque, je me suis trouvé devant on va dire, des tendances dominantes qui étaient gouvernées par cette oukase, ce diktat. Le poète doit travailler dans son instrument, par exemple la langue, n'est-ce pas? Mais il n'a pas à voir avec le réel. Il y a une perte du réel à ce moment-là, n'est-ce pas? Il n'a pas à avoir le réel, sa parole n'est pas légitime, et puis elle ne servira à rien. Voilà ce qui est dit clairement. Et si elle prend parole dans le réel, et donc si elle témoigne aussi d'une position dans le réel, d'une position éthique et donc politique, alors elle s'asservit à autre chose. Et elle perd sa valeur, tout simplement. C'est-à-dire qu'une poésie engagée, comme celle des grands poètes dont j'ai parlé, n'est-ce pas, elle perd toute légitimité. Et alors on a eu effectivement, pendant des décennies, des poètes avec des grands moyens, ça ne veut pas dire que c'était de mauvais poètes, n'est-ce pas, mais des poètes qui ne parlaient plus du monde. D'où d'ailleurs la désaffection pour la poésie pendant longtemps, n'est-ce pas? Et on avait des poètes qui se sont tous engagés à ce moment-là, et c'est venu en plus dans la pensée des sciences humaines comme un complément à ce que je vais dire, des poètes qui sont formalistes parce que la seule chose qui compte, c'est de travailler sur la langue. C'est-à-dire de mettre en cause la langue elle-même, l'instrument lui-même. Et c'est vrai pour la peinture, par exemple. C'est vrai pour bien d'autres domaines, la musique, etc. Tout d'un coup, les artistes ne travaillent plus que sur leurs propres matériaux. Vous voyez, il y a une sorte d'autotélisme, excusez-moi du terme un peu savant, d'un retour de l'art sur lui-même. Et il fait omission du monde. Et des poètes qui ont longtemps été à l'inverse de ça sont minimisés et moins lus. Et c'est là qu'on voit apparaître des poètes dont vous n'avez pas lu les textes, mais qui ont été des poètes qui ont tenu le haut du pavé, en tout cas dans le monde intellectuel, dans les années 70, 80, 90, Denis Roche, etc. etc. Voilà. Je donne ce nom-là parce qu'il est emblématique. Il écrit d'ailleurs « La poésie est inadmissible ». Cet homme-là est un grand poète à l'époque, le plus connu, la référence. Il écrit « La poésie est inadmissible », formule, vous voyez bien, qui résume ce que je viens de dire. Alors voilà, il faut bien penser à ça, que c'est ce mouvement-là dont la grande partie de la population, moi je vous parle de quelqu'un, je parle du lieu où je suis, j'ai traversé tout ça comme artiste, comme poète, etc. Mais la plus grande partie de la population ne savait pas. Elle s'est simplement rendue compte que l'art le fuyait. Les gens pensaient que l'art fuyait, l'art était ailleurs, n'est-ce pas, et semblait inatteignable. Le formalisme dont je parle dans la langue, on l'a trouvé dans le roman, pensez au nouveau roman, et évidemment, dans la peinture et la sculpture, etc., mot interdit dans l'art conceptuel. Vous voyez bien que d'ailleurs, je parlais du formalisme des poètes, c'est dans le langage, ça se passe, on va parler des poètes du langage. Ça dit tout, non? Des poètes du langage. Et puis, dans l'art, on va parler des conceptuels. C'est-à-dire le concept, évidemment, est la chose qui nous éloigne le plus du réel. C'est un traitement tout à fait intellectuel et cérébral du réel, qui est fondé essentiellement sur de la spéculation intellectuelle.
sur de l'abstraction. Et abstraction, le terme dit bien ce qu'il veut dire, n'est-ce pas? Qui se tire d'eux. Abstrahere, en latin, ça veut dire se tirer d'eux. Et bien, à un moment, les artistes se tirent d'eux. Voilà. Et donc, je crois que ça est très intéressant parce que ça a à voir avec aussi le délitement de la pensée progressiste, de la pensée dont je parlais tout à l'heure, communiste, etc. L'affaiblissement de l'éducation populaire. Vous voyez, l'éducation populaire, les grandes heures d'éducation populaire, c'est quoi? C'est aller partout, alors ce qu'on appelait dans les maisons de quartier à l'époque, les maisons de la culture, les MJC, etc., les fameuses maisons de la culture. Bon, on allait là pour que des jeunes entendent de la poésie, chantent avec leur guitare, oui, du Ferrat ou du Brassens, etc. C'est-à-dire, ça avait un sens. Eh bien ça a été tourné en ridicule. Parce que les artistes qui allaient là, ou les poètes qui allaient là, et qui s'autorisaient ça, ils étaient tournés en ridicule. Je vous jure que c'est vrai. On disait, ce ne sont plus des artistes, c'est des animateurs culturels. Ils galvaudent leur art. Vous voyez, et donc, il y a quelque chose qui s'est effondré, on va le dire comme ça, d'un grand mouvement qui remonte à très très loin, et pour être même au théâtre grec, n'est-ce pas? Puisque la grande affirmation du théâtre grec, c'est l'affirmation du théâtre dans la cité pour tous. Vous savez bien, ça, je ne vais pas entrer dans le détail. C'est le fondement de la démocratie, le théâtre en Grèce. La démocratie au sens du peuple qui est concerné par le gouvernement de la cité. Alors ça remonte, vous voyez, si loin, si loin. Et on pourrait dire même que ça remonte dans les sociétés primitives et là on va revenir à la phrase, à la fonction prophétique de l'artiste. Et l'artiste dans les premières sociétés, toutes premières sociétés, c'est d'abord le poète, effectivement. Le poète qui chante, hein, évidemment, il y a la musique avec. Et dès qu'il y a parole dans les sociétés primitives, quelle est fonction, société païenne ou société religieuse, c'est-à-dire quelle est fonction d'incantation, là, on a une parole portée au sein de la communauté par ceux qu'on considère comme des porte-paroles, au sens premier du terme. Porte-parole de l'imaginaire collectif, des désirs collectifs, de la mémoire collective, etc. Le poète, à ce moment-là, il n'est pas seulement un prophète, il est aussi celui qui tient la mémoire et qui d'une certaine façon, solidarise le groupe. Et dans les sociétés primitives, il y a les chamans, il y a les derwiches, il y a les griots, les djaïlis, etc. On les appelle de noms différents, mais il y a celui qui a cette fonction-là. Et une fonction prophétique, pour le coup. Donc vous voyez que ça remonte très 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 loin dans l'histoire de l'humanité. Et c'est relayé après politiquement par les poètes engagés dont j'avais parlé avant, n'est-ce pas? Mais donc dans toute cette pensée-là, qui s'effondre à la fin du XXe siècle, vous imaginez, après des millénaires, ça ne se posait pas la question. Dans cette idée-là, le poète, évidemment, jouissait d'un statut particulier. On va dire presque d'un statut de prêtre. Vous voyez, il y avait un sacré de l'art. Et ce sacré de l'art, il a été réinvesti par la pensée communiste ou par la pensée sociale du XIXe siècle. Et je dirais même par l'humanisme du XVIe siècle. C'est-à-dire qu'il est un sacré qui a été d'un coup partagé par tous. Et petit à petit, on va dire que le poète-prophète, je veux dire au sens religieux du terme, il devient simplement le porte-parole de ce qui serait l'âme commune, la pensée commune, le ressenti commun du groupe socialement constitué. Et donc, il jouit d'un prestige, il jouit d'une écoute, et c'est pour ça qu'un personnage comme Hugo peut parler à l'Assemblée nationale. Et il parle différemment. Si vous lisez les discours d'Hugo, on les lit de temps en temps encore. Aujourd'hui, on les relit. Jean-Claude Drouot a fait de magnifiques lectures des grands discours de Hugo à l'Assemblée nationale. On voit que c'est une parole de poète. Ça n'a rien à voir avec celle des autres. Et quand Aimé Césaire, qui continue de façon anachronique toute sa vie jusqu'à sa mort, ce cheminement-là, qui incarne toujours le poète qui est porte-parole de tous. Alors lui, il est le porte-parole, c'est pour ça que sa gloire est immense et qu'elle est si agissante aujourd'hui. Il est porte-parole de toute l'Afrique esclavagisée, évidemment des Caraïbes, etc.
et de tous les humiliés de l'histoire, etc. Alors, mais je vois que je vais être trop long, donc je vais revenir. Hein. Ce que non, je m'étais dit que je ne parlais pas trop longtemps. Non, c'est passionnant, vous voyez, c'est passionnant. Ça me passionne. Pour moi, ça me passionne. Et alors, la question, ça a été comment à un moment, tout ça est destitué. Ouais. Je disais que Césaire était un anachronisme, oui, mais je parlais de sa parole, je reviens là-dessus, quand il fait un discours politique à l'Assemblée, il était député, vous savez, comme Hugo, justement. Et quand il fait un discours à l'Assemblée, il le fait comme Hugo, en poète. C'est-à-dire que le relisez, et on l'a fait au moment du Panthéon. On a relu on a essayé d'ailleurs, c'est toujours une manière d'étouffer le poète que de le panthéoniser, hein, évidemment. Mais bon, l'institutionnaliser, si vous voulez. Alors qu'il y avait échappé à ça. Eh bien, quand on entend le discours à l'Assemblée, grand discours, un des plus grands justement sur l'histoire de l'esclavage, etc., de Césaire, quand on entend Hugo, ce sont des paroles politiques, profondément politiques, qui gardent en même temps la fonction sacrée de celui qui parle pour tous, qui est celui qui est doué, on va dire, du don de la parole, et qui trouve la formulation de ce qui veut se dire. Voilà. Et là, on entend une parole, évidemment portée par un lyrisme, vous voyez, c'est-à-dire par une emphase, par un mouvement comme ça, par un souffle et par une incarnation. Au contraire de tous les discours politiques, vous avez bien compris, qu'on a entendus depuis 40 ans. Et je reviens à ce que je vous disais quand j'étais parlé de la poésie sur Valmont, quand un peuple perd la poésie, quand le peuple perd la poésie, quand les élus perdent la poésie, alors ils en sont réduits à une parole sèche, une parole conceptuelle, une parole technocratique, une parole destituée de l'emprise sur la communauté pour laquelle cette parole, en principe, se dresse. C'est-à-dire qu'il y a un non-sens, une absurdité. Et vous comprenez que ce que je suis en train de dire, la désaffection qu'il y a eu à un moment donné par rapport à l'art et la culture du point de vue du politique, est une des causes du malheur d'aujourd'hui. Parce que, là encore, je l'ai analysé beaucoup plus dans cet essai, la poésie sur Valmont, et je ne vais pas le redire en détail, mais quand même c'est essentiel. Parce que un des principaux instruments d'oppression, comme de libération, puisque c'est ambivalent évidemment, c'est le langage. Et à partir du moment où le langage devient ce qu'il est devenu, c'est-à-dire un langage qui a perdu sa chair, son incarnation, sa sueur, son humeur, la part sensible que les poètes ont fait vivre depuis toujours dans le langage. À partir du moment où le langage perd ça, il n'est plus qu'un amas de concepts qui ne dit du réel que de la pensée abstraite. Et qui ne dit du réel que des mécanismes qui n'ont plus rien à voir, qui deviennent tout d'un coup, qui prennent leur autonomie, des mécanismes de concepts, de succession de pensées froides, etc., qui prennent leur autonomie, qui tournent en rond, qui se répondent, discours qui se répondent entre eux, et qui n'ont plus l'incarnation, si vous voulez, simplement le rapport au quotidien le plus simple. C'est pas seulement le quotidien du pain qu'on doit manger ou du lit dans lequel on doit dormir, du toit, c'est ça aussi. Mais c'est aussi le quotidien de l'amour, c'est aussi le quotidien du sentiment, on va dire, etc. C'est-à-dire que les grands discours dont je parlais, portés encore par les poètes, ils étaient audibles et ils pouvaient encore être légitimes pour un peuple, n'est-ce pas ? Parce qu'ils étaient en lien profond avec ce qui fait le substrat de notre vie, le concret de notre existence. Et à partir du moment où la langue est destituée de ça, c'est fini. On est dans ce discours qui tourne à vide, et aujourd'hui le grand hurlement, le cri que j'entends, l'insurrection que vous entendez tous, elle est beaucoup de ça. Combien de fois on a entendu dire depuis 20 ans, 25 ans, peut-être 30 ans, on a entendu dire il parle, on n'entend rien. Ça parle pour rien, ça ne dit rien. Or, il y a un endroit où ça parlait toujours. Au théâtre. Parfois. Je dis parfois.
Parce que maintenant, ce que je dois dire, c'est que j'ai dit à un moment, l'art en Europe, aux États-Unis, ce serait différent dans d'autres cultures, mais on ne va pas entrer dans cette complexité-là. Mais en tout cas, dans le monde qui nous concerne, l'art s'est soumis à cet interdit du politique. L'art l'a vécu confortablement. Et il s'est tourné sur lui-même, je l'ai dit, et il s'est satisfait de ça. Et c'était d'une certaine façon la pire des trahisons. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'aujourd'hui, pour aller vite encore une fois, il y a un grand... Aujourd'hui, depuis 20 ans, mais je vais vous dire, l'aujourd'hui, vous savez ce que c'est, hein, l'échelle historique, 20 ans, c'est un instant. Eh bien, il se passe une grande mutation. C'est-à-dire que de nouvelles générations sont arrivées chez les artistes, les poètes, les créateurs, les gens de théâtre, etc. Et ces nouvelles générations n'ont pas vécu tout ce que je viens de vous raconter, le désaveu, etc. Et quand ils l'ont vécu intellectuellement en lisant, ils ne se sont pas reconnus là-dedans. Et moi, je ne cesse de dire, je l'ai dit ici, quand j'étais venu déjà, je ne cesse de le dire depuis 20 ans que je passe mon temps à parler de poésie, je dis, et c'est ce que je vous ai dit et redit, il y a un retour incroyablement frappant de la poésie et de l'intérêt pour la poésie, chez les jeunes, particulièrement. Il n'y a pas une semaine, je vous le jure, où je reçois, il n'y a pas une semaine où je ne reçois pas un manuscrit de jeunes poètes, encore aujourd'hui. Et des jeunes qui ont on va dire, entre 20 et 35 ans, un truc comme ça. Quoi. Ces nouvelles générations, elles sont passionnées de poésie et d'art et de théâtre. Oui, même quand il n'y a pas de boulot, etc. J'en rencontre sans arrêt. Et ils ne se posent pas la question de la légitimité ou pas du rapport de ce qu'ils écrivent au réel qu'ils vivent, et au réel social et au réel politique. Et ce qui caractérise ces jeunes écritures, c'est qu'elles ont dépassé ce débat du formalisme, etc., etc. Il y a eu, je disais tout à l'heure, j'ai fait un petit rapide raccourci encore, il y a eu cette période qu'on appelait le structuralisme en littérature, vous savez pas si vous voyez ce que je veux dire, qui était encore une manière d'amener l'art au-delà ou en dehors du réel. Mais tout ça, des jeunes l'apprennent dans les facs ou dans les lycées un peu, etc., mais ça ne les intéresse pas, ça ne les concerne pas. Et moi, ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, on lit partout, tous les jeunes poètes qui m'envoient leurs textes, quasiment tous, ils font un retour. Mais pour eux, ce n'est pas un retour, c'est un départ. Mais pour nous, c'est un retour. Un retour incroyable à une poésie, qu'on va dire, complètement inscrite dans le réel et dans le quotidien de la vie. Et dans le politique, et dans l'historique même aussi. Et c'est-à-dire dans l'histoire du temps, n'est-ce pas? Et ça, c'est quand même un signe. Alors si on peut dire que la poésie est un sismographe, je parle de la poésie, on pourrait parler de ce qui se passe au fond dans la conscience collective, alors je peux vous dire que ce sismographe, il indique de grandes mutations. Et justement, sans doute, le retour de ce qu'on a appelé l'art engagé, la poésie engagée, peut-être le théâtre engagé, tel qu'on l'a connu, ça a été illustré pendant la grande partie de notre histoire, que ça a été maintenu par quelques-uns, issus de la pensée que j'ai dit tout à l'heure, dans les années de sécheresse, dans les grandes années, mais en marge, ce qu'ont fait les fédérés ici. N'est-ce pas, Olivier? Ouais. Mais ça a été contre, parce que ce qui a triomphé à Avignon, ce qui triomphe depuis 40 ans à Avignon, c'est le formalisme. Je le dis comme ça, on pourra mettre des nuances, mais grosso modo, c'est un art fermé sur lui-même, un art qui, comme la poésie, qui ne voyait que son langage, et qui a cherché à inventer toujours de nouvelles formes, de l'insolite dans la forme, dans le langage, etc. C'est un art qui ne voyait que ses propres moyens. Un théâtre qui se complaisait narcissiquement à admirer ses propres virtuosités, et qui se foutait du reste. Ou alors, quand il ne parlait du monde, et ça a été le cas notamment dans les années 2000,
quand il parlait du monde, il ne pouvait en parler comme non greffé sur aucune pensée constituée, aucune pensée qui fasse système, parce que la pensée qui fait système interdit, puisque toute pensée qui fait système, elle aboutit à l'oppression. Toute idéologie est interdite. Rappelez-vous, l'interdit sur le mot idéologie. Il ne fallait pas, moi dans le monde intellectuel où je vivais, il ne fallait pas parler d'idéologie. Les idéologues, on a tout soupé de ça, n'est-ce pas? Voilà. Et donc, comme on veut parler du monde, mais qu'on n'a pas d'idéologie, on n'a pas de pensée directrice, on n'a pas de conception en soi, même intuitive, d'un devenir humain ou d'un, même peut-être, de mécanismes au long terme, du progrès social, ou je ne sais pas quoi, alors qu'est-ce qu'on fait? Alors on ne fait à ce moment-là au théâtre, mais c'était vrai dans d'autres arts, que du constat. C'est-à-dire le constat du pire, le constat du vide. Donc on a un art qui est trash, c'est-à-dire qui ne fait que répéter l'épreuve du malheur, l'épreuve de la déliquescence, l'absence de sens, n'est-ce pas? C'est pas l'absurde sens ionesquien, n'est-ce pas, où il y avait un doute sur le sens tel qu'il avait été promu par les pensées judéo-chrétiennes, etc., un sens tout-puissant. Il fallait un moment que vienne l'art de l'absurde chez les poètes, avec Jean Tardieu, chez Ionesco et d'autres. Voilà, il fallait que vienne cette contestation d'un sens tout-puissant. Mais là, il ne s'agit même pas de ça, il s'agit de la négation de tout sens possible. Donc, vous avez vu au théâtre, la plupart du temps, sauf si vous habitiez ici à Montluçon, mais dans beaucoup d'autres scènes, on ne voyait que des formes vides et des accumulations sinistres de toutes les fragmentations. C'est-à-dire, il n'y a plus, par exemple, et c'était vrai aussi en poésie, et c'était vrai dans tous les autres arts, aussi dans la danse, etc. Il n'y avait plus de lien dans les formes proposées, dans les propos donnés. C'est-à-dire que nous avions un art segmenté, fragmenté, et à l'intérieur, pas de discours possible, pas d'articulation, pas de syntaxe, si vous voulez. Tout était dans la parataxe. Je dis était, ça perdure encore aujourd'hui, mais c'est la queue de comète. Mais ça a été comme ça pendant longtemps. C'est-à-dire on mettait des morceaux comme ça, et puis démerdez-vous avec ça. Il n'y a pas de sens, mais le monde n'a pas de sens. Alors cherchez pas. Et moi, j'en ai vu du spectacle comme ça à Paris, sur les scènes parisiennes, qu'on encensait partout. Enfin, Libé, les Inrocks, le Télérama, la pensée dominante, qui est une pensée bourgeoise. Alors là, j'emploie un terme politique. C'est une pensée bourgeoise. Parce que la bourgeoisie, la haute bourgeoisie, la bonne bourgeoisie possédante, dans un temps qui allait bien à peu près, n'est-ce pas, elle se contentait d'un art formaliste. C'est-à-dire que c'est un peu mieux que le bouquet de fleurs sur la table du paysan. C'est un tableau qui ne fait pas de mal au mur, qui dit rien du monde, puisqu'il n'y a rien à en dire, mais qui est une forme élégante, une sorte de plaisir de l'instant. Vous voyez que mon propos, il est violent, mais il faut voir que ce débat violent a existé sans apparaître. Il n'a pas été formulé. Il n'a pas été formulé. Vous comprenez que l'histoire de Zhdanov et de l'art imposé, etc., bien sûr, c'était une critique, quand on a critiqué Zhdanov et un art assermenté, ou plutôt soumis, asservi aux politiques, à la pensée et à l'idéologie, on avait raison, n'est-ce pas? Mais il y a eu une pensée, le congrès d'Argenteuil, mené par Aragon, Louis Aragon, le congrès d'Argenteuil du Parti communiste, qui a redéfini, justement contre Zhdanov, on a pourtant accusé Aragon des pires choses. Bon, l'histoire d'Aragon est complexe, mais c'est une figure centrale dans le débat que je mène. Eh bien, il a redéfini un art qui pouvait garder tous les acquis du XXe siècle et du XIXe siècle de libération, qui pouvait garder Rimbaud, qui pouvait garder le dadaïsme et le surréalisme, et qui ne renonce pas au monde. Et ça a été marqué par un livre majeur à l'époque, dans les années 70, si je me souviens bien, de Roger Garaudy, avant qu'il devienne con et facho et négationniste et malade. Voilà. Sans rivage. D'un réalisme sans rivage, qui était un livre majeur pour ça. Parce qu'il disait, parce que la grande idée de Zhdanov, c'était l'art doit être réaliste. Il doit se soumettre au réel. Et alors, évidemment que c'était absurde et naïf, parce que c'était au nom d'une conception de la réalité que toute la poésie et tout l'art depuis toujours démente.
C'est-à-dire que, et ça j'en ai parlé longtemps quand j'étais venu la dernière fois, le réel, c'est pas ce qu'on nous dit, c'est pas ce qu'on croit. Le réel, c'est pas les mécanismes de surface, c'est pas seulement les mécanismes de surface, c'est pas seulement le lien quotidien avec les choses ordinaires, concrètes, etc. C'est ça, bien sûr. C'est évidemment la machine, c'est évidemment nos besoins divers, etc. Mais on sait très bien, depuis longtemps, depuis l'aube des temps, que le réel est une profondeur, une épaisseur, que le réel est infini, et qu'aucune parole ne peut prétendre tenir le réel. Et donc, la formule d'un réalisme sans rivage ouvrait, était même une sorte comment vous dire, de correction, de correctif formidable à ce qu'avait pensé malheureusement une pensée orthodoxe du réel, en disant que le réalisme, oui, d'accord. C'est-à-dire ce que disait Aragon et toute cette pensée à ce moment-là, c'est que oui, d'accord, l'art pouvait avoir rapport au réel, et même avoir un rapport essentiel au réel, essentiel au sens premier, fondamental. Il devait être obnubilé du réel, mais un réel sans rivage. Non pas seulement le réel. C'est-à-dire que, pour dire très simplement, le poème n'est pas réaliste simplement parce qu'il parle d'une grève d'ouvriers, comme Zhdanov vous le voulez. Il n'est pas réaliste parce qu'il parle de ceux qui n'ont pas à manger ou qui crient contre le colonialisme. C'est pas ça qui fait. C'est-à-dire qu'on peut écrire un poème d'amour et être dans une fonction révolutionnaire. Voilà. Parce que ça se joue aussi là, le réel, dans le rapport amoureux. Et le rapport amoureux tel qu'il est, à travers les siècles, dit dans la poésie, avant toute la libération du XXe siècle, y compris pour les femmes, le rapport amoureux tel qu'il est dit dans la poésie, il est déjà subversif. C'est-à-dire que la poésie touche à cette part du réel et est une revendication de liberté là aussi. Vous voyez ? Et donc, la question est passionnante et elle s'est posée pendant tout le XXe siècle, on va dire, et puis depuis plus longtemps, mais de façon accrue dans le XXe siècle et la deuxième moitié du XXe siècle. Elle a été à un moment complètement passée sous silence. La question ne sera plus posée, disait-on. C'est entendu, c'est une chose entendue. L'art ne doit plus avoir avec le réel. Alors là, il n'a pas de responsabilité par rapport à ça. Il est irresponsable. Oui. Voilà ce qu'on a connu. Et aujourd'hui, eh bien, on est en train de changer profondément. C'est-à-dire qu'on revient, là il y a un retour, on revient à cette préoccupation-là. Comment peut-on écrire quand la maison brûle? Comment peut-on peindre? Vous voyez, comment peut-on danser, chanter, sans avoir la préoccupation de ce qui porte cette parole ou ce chant? Comment pourrait-elle être, d'une certaine façon, enfermée sur elle-même? Et alors, je vous dis, les jeunes qui écrivent aujourd'hui, ils parlent. Par exemple, moi je vois, c'est une constante dans leur poésie. Et vraiment, c'est incroyable. Ils parlent tous de la fin du monde, quoi. Vous voyez, je veux dire, du point de vue de l'écologie. Toute leur poésie parle d'une inquiétude incroyable, d'une colère, et qui s'adresse à nous, les anciennes générations. C'est une accusation. Et en même temps, il y a de l'espoir. Il y a la volonté d'aller au-delà, de reprendre les choses autrement. C'est-à-dire une sorte de procès fait, dans le poème même, de procès fait à l'histoire humaine comme prédation par rapport au site naturel. Un lieu d'exploitation égoïste, jouissive, du bien commun. Et vous voyez, enfin, qu'en se posant cette question-là, on se pose des questions qui nous renvoient, au fond, à des idéologies du progrès. L'exploitation éhontée et jouissante, jouisseuse, égoïste, donc, d'un bien commun. Et ça pose toutes les questions des plus anciennes, notamment la question du commun et donc du communisme. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut pas dire que les jeunes qui écrivent des poèmes, je pense à Chloé Landriot, j'ai une jeune femme, son premier bouquin magnifique, que j'ai préfacé, elle a 30 ans, je sais pas quoi. Ça ne veut pas dire qu'elle est communiste du tout, elle est très engagée dans les affaires écologiques, tout ça, mais parce qu'elle se pose cette question, elle se repose la question du commun, du bien commun, et de ce que c'est qu'un avenir humain collectif. Comment est-il possible encore? Les jeunes se posent cette question-là. Figurez-vous que, aussi flagrante qu'elle soit pour nous aujourd'hui, elle a été absente, on va le dire, grosso modo, de tout l'art des 40 dernières années.
alors que c'est celle qui nous prend plein fouet aujourd'hui. Voilà, alors, tout ça pour dire que si à un moment il était exclu que le poète soit le prophète, celui qui dise la vérité, de toute façon il sera toujours exclu maintenant que peut-être le poète dise à lui seul toute la vérité, comme il est exclu que quiconque dise à lui seul toute la vérité. Ça n'empêche pas des gens de le faire, notamment les intégrismes religieux, n'est-ce pas? Mais on peut dire que il y aura ce soupçon sur la littérature, sur l'art, etc., il ne peut plus tout à fait être opposé, parce que je ne crois pas qu'il y ait d'artistes qui prétendent détenir à lui seul la vérité. Et l'art revient à sa fonction première depuis toujours, n'est-ce pas, une sorte d'interrogation perpétuelle. Tout geste artistique, quel qu'il soit, ne vaut que s'il est interrogatif. C'est-à-dire que s'il met en cause, s'il met en question, au sens propre, ce qui fait toute notre existence. Bien sûr les relations sociales, bien sûr les structures sociales, mais aussi les structures psychologiques, affectives, l'histoire individuelle mêlée à l'histoire collective, etc. C'est-à-dire que s'il prend le réel dans toutes ses dimensions. Voilà, donc, moi je voulais vous faire un petit retour sur tout ça. Et si nous vivons une mutation aujourd'hui, cette mutation se vit dans l'art depuis quelques 10-15 ans maintenant, et je pense qu'elle était la prémonition des grandes mutations à venir, de ce qui se passe dans les consciences. Il y a forcément malaise dans les consciences, puisque dès qu'on sort de repères, il y a malaise. Donc on est dans une grande part d'inconnu. Mais ça ne gêne pas les poètes, puisque vous savez ce que disait René Char, comment vivre sans inconnu devant soi. Il n'y a que quand on a de l'inconnu devant soi que les possibles arrivent. Parce que si on n'est que dans le connu, il n'y a que de l'impossible. Donc, la question essentielle, c'est aujourd'hui, c'est ça qui m'importe, que c'est à ça que m'a amené la réflexion, c'est que les artistes, et je plaide pour ça, on est quelques-uns quand même, et de plus en plus nombreux, à le revendiquer, retrouvent la préoccupation du commun, retrouvent le désir de faire apparaître dans ce qu'ils écrivent des questions qui concernent le commun, c'est-à-dire tous, et pas seulement l'enjeu individuel, etc. Alors on peut toujours me dire, on l'a dit pour le romantisme, etc., que ce qui concerne l'un concerne tous. Et vous comprenez bien que ça c'est vrai. Nous sommes tous la métonymie du monde entier. Ça veut dire chacun d'entre nous est représentant, comme disait Montaigne, de l'humaine condition. Donc si quelqu'un écrit de son histoire, il écrit pour tous. Le meilleur exemple de ça, c'est Charles Julier. Vous voyez le grand travail de Charles qui passe sa vie à écrire son propre chemin. Et c'est un des auteurs les plus lus dans le monde aujourd'hui. Il est traduit dans toutes les langues. Alors qu'il ne fait que raconter sa propre émancipation, comment il devient humain, comment il s'arrache à toutes ses aliénations. Mais il le fait d'abord sans conscience de tout ça, de tout ce que j'ai raconté. C'était, vous savez, un enfant de troupe, etc. Et il se construit, il commence à lire à 18 ans, ou 20 ans, je ne sais pas, très tard, quoi. Et il se construit comme ça. Et c'est très beau, parce que ça dit aussi ce cheminement-là, ce passage-là, qu'il y a possibilité pour les gens qui se passionnent pour l'œuvre de Charles Julier, dont je parle exprès parce qu'elle ne paraît pas a priori comme ça. En fait, on se construit, c'est ce que dit l'œuvre de Charles Julier. Alors qu'il part de lui et de son propre enfermement. Il s'est construit et il s'ouvre. Et jusqu'à un dernier livre qui s'intitule Gratitude et un autre de poèmes qui s'intitule Moisson. Il s'est construit dans la difficulté, mais par l'autre. En ouvrant son regard au monde, aux autres dépossédés, aux autres humiliés, aux autres perdus, aux autres amputés, si vous voulez. Parce que lui, il se présente comme amputé de la vie, jeune, n'est-ce pas? Impossible de vivre, il est suicidaire. Et il construit son chemin comme ça. Et donc, même une œuvre qui pourrait paraître comme ça, il faut se méfier, n'est-ce pas? Qui pourrait paraître centrée sur un bonhomme, en fait, c'est une œuvre qui a un vrai pouvoir politique, de ce point de vue-là, de prise de conscience. Et d'ailleurs, je ne vous étonnerai pas en disant que Charles Julier, qui est un homme vraiment du peuple, de la campagne, élevé par des parents adoptifs paysans les plus pauvres et les plus modestes qui soient, est un homme passionné de politique
et un homme profondément progressiste. Et donc, tout ça pour amener à des réflexions diverses. Hein. Je suis au regret parfois de faire des têtes à queue, mais pour donner de la matière à penser, puisque c'est un atelier. Donc c'est de la matière à penser qu'il faut. Ce que je vous dis, c'est simplement pour éclairer ce qui s'est passé dans le rapport entre l'art, la culture et le réel ces dernières décennies, dont nous sommes tous partie prenante, puisque nous avons vécu cette période-là. Et ce qui est grave, c'est que la plupart des gens que vous êtes, que nous sommes tous, ont été dépossédés de ce débat. Il n'a jamais été mené. Je fais ici une déclaration que vous allez tous comprendre. Ça fait 50 ans, ou 40 ans, on va dire, qu'il n'y a plus de discours politique sur l'art et la culture. Il n'y a plus rien dans les programmes, y compris au Parti communiste. Nom de Dieu. Enfin, ne parlons pas des socialistes, et alors la droite, n'en parlons pas non plus. Pour eux, c'est toujours donner un peu de moyens à des gens qui ont du talent. Voilà, c'est ça le problème. Bon, et donc, il y a eu tout d'un coup une sorte d'extraordinaire effondrement de ça, parce que la grande période, justement, d'essor dans les années 50-60, rappelez-vous, c'est les années 50, c'est les années gaullistes. Mais il y a à l'époque, on va dire, alliance de fait entre Malraux et Aragon. Vous voyez, entre communisme et gaullisme. Les maisons de la culture sont confiées à des communistes, mais créées par Malraux. Parce qu'il y a, avec tout ce qu'on pourrait dire de plus complexe, mais parce qu'il y a dans la pensée gaulliste encore l'idée qui remonte à très loin, comme j'ai dit, que l'art est essentiel dans une communauté humaine, et pas seulement un ornement. Vous voyez, alors, bien sûr, dans la bourgeoisie gaulliste, tout ça, tout le monde ne pense pas comme ça, mais il y a Malraux qui dit ça, quand même, qui dit ça, et qui croit vraiment. Alors, on a pu discuter de la manière dont il voulait que le peuple ait accès à la culture. On lui a reproché, après, que c'était les gens possédants qui partageaient leur culture. Voilà. Alors on a depuis quelques décennies pensé la culture autrement, que tout le monde était constitutif et co-créateur de la culture. Bon, mais c'est un autre débat. C'est encore un autre débat et très complexe. Qui est créateur et qui ne l'est pas? Tout le monde a le droit d'être créateur, on s'entend bien là-dessus, entre nous en tout cas. Qui peut l'être? Qui est légitime pour l'être? À quel moment une création, quelle qu'elle soit, elle est légitime, elle est reconnue, elle est relayée, etc., etc. Ce sont des problèmes infinis, il nous faudrait 6 heures. 6 heures. Hein. Mais il y a quelqu'un, en tout cas, je voudrais le saluer ici, quelqu'un qui n'a jamais cédé dans la grande période de disette dont j'ai parlé. Cette grande période de grande lâcheté intellectuelle. On n'a plus parlé de l'art et de la culture. Et donc on a laissé l'art et la culture s'enfermer dans le formalisme, dans le conceptuel, dans tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Dans ces trucs chics, bon genre, pour quelques-uns. Et même le théâtre public, qui a été créé après-guerre, bon sang, dont tous les grands du théâtre public, quand même, ils étaient à nourrir. Rappelez-vous Jeanne Laurent, qui permet le Festival d'Avignon, Villard, etc., sont nourris par la pensée communiste. Bon, bref, mais je m'en vais encore trop loin. Mais, bref, vous voyez comment, même ça, le théâtre public, qui a été une des plus belles idées du partage de l'art pour tous. L'idée que le théâtre, rappelez-vous, Jean Dasté, mon Dieu, moi j'ai les photos, vous avez peut-être les photos de Jean Dasté qui va au-dessus à Firminy et au-dessus, là, en Haute-Loire, autour de la Loire. Il va dans les campagnes, il monte du Molière, on voit ces trognes de paysans qui regardent ça, mais ils ont leur bâton et tout ça, ils viennent d'avoir. Et ils regardent Molière, ils sont heureux, ils sont. Ah, voilà. Ben, tout ça a été abandonné dans le théâtre public. Pour faire du théâtre bon chic, bon genre, ça très raffiné, virtuose, rien à dire. Voilà, j'ai écrit un bouquin là-dessus, si vous voulez, ça vous intéresse. J'en ai écrit 2 d'ailleurs. Quel théâtre pour aujourd'hui? Petite contribution au débat sur les travers du théâtre contemporain, de façon manière de. Et puis un autre qui vient de paraître s'appelle Pour un théâtre qui tient parole. Donc, mais parce que la question du théâtre public est au cœur de la question. La poésie et le théâtre, mais le théâtre dans la mesure où c'est un fait social, plus que les autres encore, dit toutes ces contradictions, dit tous ces abandons, tous ces achetés. Et donc, c'est pour ça qu'on a pu voir les Yann Fabre et tout ça à Avignon. Quoi. Et que tout le monde se pâmait. Enfin, tout le monde. Pas vous. Vous n'y êtes pas allés.
Ça ne vous concerne pas. C'est un art qui ne concerne qu'une marche, n'est-ce pas? Et il y en a un que je veux saluer, je le disais, je n'ai pas oublié, c'est Jacques Ralite. Parce que Jacques a été le seul qui n'a jamais, parmi les grands politiques, les bêtes politiques, le seul qui n'a jamais cédé sur la question. Il n'y avait pas eu que les états généraux de la culture, il y a tout ce qu'il a écrit sur poésie et politique. Et vous savez bien que voilà un homme comme Césaire ou comme Hugo, lui c'était pas un poète, mais qui était habité de poèmes, qui pouvait vous en réciter pendant des heures comme ça, plus que moi. Et c'est pas par hasard que cet homme-là, complètement imbibé de poésie, ait eu une parole qui avait du sens du point de vue de l'art et de la culture dans la société. Une parole qui toujours faisait référence. Et beaucoup d'artistes le reconnaissaient, mais peu ont eu le courage d'aller là où il signalait qu'il fallait aller, qui proposait en tout cas qu'il fallait aller. Voilà, c'est aussi l'art et la politique, une question de courage. Je m'arrête. Merci. Ben voilà, je crois qu'il y a matière à penser, peut-être matière à échanger. Donc, ben la parole est à vous. Prenez-la, parce que sinon, il va la reprendre tout de suite. Hein. Oui. Il y a aussi... Oui, peut-être le... Voilà. Vous vous êtes arrêté un peu dans les années 2000, mais depuis 2000, il n'y a pas que l'écrit, il y a l'image. Et en fait, moi ce que je trouve maintenant, c'est que le cinéma, ça ouvre sur beaucoup de choses. Et je pourrais vous dire, qu'est-ce que vous pensez du cinéma poétique? Parce qu'au cinéma, on fait passer aussi des sentiments, des choses dont vous avez parlé. Alors, est-ce que maintenant, on n'est pas plus sur l'image au lieu d'être sur l'écrit? Oui, ça c'est évident, que le médium, comme on dit aujourd'hui, le plus utilisé, c'est l'image. Hein. Mais l'image, comme le langage, c'est ambivalent. Comme tout langage, comme le langage verbal, je veux dire, comme la langue, c'est ambivalent. C'est-à-dire qu'on peut lui faire faire le meilleur par une fonction poétique, et on peut lui faire faire le pire. Et aujourd'hui, ce qui domine, c'est l'image du pire. C'est-à-dire l'image qui est un diktat du réel, qui vous dit voilà comment il faut voir le réel, et qui ne vous donne que des bouts de réel segmentés. En disant, la preuve avec l'histoire des Gilets jaunes, on voit bien sur les chaînes d'information, on n'a pas une vraie compréhension par ça de ce qui se passe. Puisqu'on nous montre des voitures qui brûlent, on nous montre les violences, etc. Mais le reste, confus, n'est-ce pas? Bref, la question du cinéma est vraiment passionnante. Mais ce que je dois dire aussi, je n'ai pas fait allusion à ça du tout, mais c'est essentiel, c'est que depuis les années 60, exactement, 70 on va dire, début des années 70, depuis, il s'est passé que l'art et la culture sont devenus aussi un enjeu commercial. Puisque tout est devenu enjeu commercial. Vous savez, votre santé, l'école, tout. Et l'art et la culture qui devrait par principe, par nature, est complètement à l'envers de ça, à l'opposé du commercial, est devenu un lieu d'échange commercial, comme les autres. En tout cas, les arts qui pouvaient faire du fric. Un art ne peut faire du fric que s'il touche beaucoup de consommateurs. Mais un art qui a des consommateurs n'est plus un art. Puisque consommer, ça n'est pas être spectateur ou lecteur. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, quand j'ai dit ça, j'ai dit beaucoup sur le cinéma. C'est-à-dire que l'évolution du cinéma en France, mais partout, mais en France, parce que vous savez qu'on est un des pays où le cinéma est le plus resté. Il y a une grande tradition de cinéma d'art chez nous, comme du théâtre d'art, n'est-ce pas? On a cette chance. Sauf que cette chance, elle a été perdue. Parce que les 9/10 du cinéma, aujourd'hui je dis les 9/10, sont le fait de productions, d'énormes productions de sorte de multinationales, vous voyez, et que le cinéma tel qu'il pourrait être inventif, créatif et émancipateur, on va le dire comme ça, tant pis si ça ferait hurler certains, il ne peut l'être que s'il est poétique, c'est-à-dire s'il perturbe le code des images. Tout grand cinéaste fait du cinéma poétique. Ça ne veut pas dire qu'il y a des pommes dedans, mais la fonction est poétique. Oh, ça va de, je sais pas, de Wim Wenders à Tarkovsky, de Fellini à Buñuel, et voilà. On en trouverait d'autres, quelques exemples aujourd'hui, beaucoup plus rares.
Parce que le problème du cinéma, c'est d'avoir le plus de spectateurs possible à partir du moment où vous avez ces teintes. Vous savez, je vais vous dire un truc. Excusez-moi d'être un peu long, mais c'est quand même... Il y a un type qui s'appelait Jurek Becker, qui venait d'Allemagne de l'Est, qui a écrit un petit bouquin magnifique sur... il était en Allemagne de l'Est et puis il est passé à l'Ouest. Et il a dit, j'ai quitté une dictature et une censure pour une autre. Et le deuxième est pire peut-être. C'est-à-dire la dictature idéologique ou la censure idéologique, je l'ai quitté pour une censure économique. Et il dit, ben voilà, j'écris et c'est plus lu, plus personne ne lit. D'ailleurs, depuis que le mur est tombé à Moscou, là-bas, je vous parlais des millions de livres de poèmes, mais même de Pouchkine, c'était des millions. Aujourd'hui, il n'y a plus du tout d'édition d'État, il n'y a que des éditions privées. Alors je peux vous dire que les poètes, ils vendent, dans un pays de, je ne sais pas combien de dizaines de millions d'habitants, centaines de millions d'habitants plutôt, ils vendent à quelques centaines d'exemplaires. Vous voyez, le diktat économique et la censure économique. Et donc le cinéma, il est complètement aujourd'hui, parce que l'enjeu est dans l'image, il est complètement pris de plein fouet là-dedans. Et qu'est-ce qu'on a fait? Il y a eu restriction petit à petit du champ d'un cinéma à fonction poétique, c'est-à-dire vraiment créateur. Et après, on a parlé de cinéma d'auteur. Puis après, de cinéma indépendant. D'abord, avant le cinéma d'auteur, il y a eu le cinéma d'art et d'essai. Vous vous rappelez? Et moi, j'en ai animé des ciné-clubs, dont on s'est moqué après, comme on se moquait des mecs avec guitare qui allaient dans les banlieues. Et oui, mais les ciné-clubs, ils permettaient à beaucoup de gens, moi dans des petits villages, à Riance-Montagne, là-haut, dans le Cantal, j'ai fait un ciné-club. Alors, je pouvais faire voir à des gens des films qui n'auraient... À l'époque, il n'y avait pas tout ce qu'il y avait à la télé, hein, je parle d'un temps très très ancien. Et on voyait des vrais films, quoi, voilà, de qualité, etc. Et le champ s'est restreint, et aujourd'hui, un jeune cinéaste, il n'a pas les moyens de produire. Sauf si, évidemment, il propose une comédie avec un scénario ficelé, avec un grand comédien, etc. etc. C'est-à-dire que le cinéma peut avoir une fonction éminemment poétique, et comme tout art, peut être un ferment de prise de conscience, un écho profond de ce qui se passe dans le monde, etc. Mais la plupart du temps, il ne peut pas. Parce qu'il est dérangeant. Parce qu'un cinéma poétique est dérangeant. C'est ce que dit Godard, que hurle Godard dans sa Suisse, là-bas, depuis longtemps. Il est spécial, hein, Godard. Il y a à boire et à manger. Mais il a une intuition juste. Il a compris très tôt la mort du cinéma. La mort du cinéma qu'il aimait, d'où il venait. C'est-à-dire un cinéma qui n'est pas là simplement pour nous contenter dans la reproduction nécessaire aussi. La simple imitation de la surface du réel. Il y a de bons films. Moi, je vais voir des films qui me divertissent, qui, en tout cas, sont un écho, peut-être, même socialement, politiquement, de ce qui se passe. Mais il pourra être plus qu'un écho. Pour aller au fond des choses, il ne pourrait l'être qu'en ayant un langage particulièrement élaboré. C'est comme pour le théâtre. S'il n'y a pas une langue élaborée, un langage visuel, un langage verbal élaboré, eh bien, il n'y a rien qui se passe. C'est pour ça qu'il vaut mieux qu'il y ait du Claudel que rien. Mais Claudel, c'est génial, la langue de Claudel est géniale. Ouais, j'en ai encore entendu hier, c'est incroyable. La langue de Claudel était un vieux réac, on sait bien, mais sa langue était révolutionnaire, pour de vrai. Et quand on s'empare, nous, de la langue de Claudel, c'est pour ça que Vitesse, le communiste, faisait du Claudel. Quand on s'en empare et qu'on prend la langue de Claudel, on donne un partage à tous, on ouvre à tous des horizons de la langue qu'avant Claudel, on n'avait pas. Parce que le ferment de Claudel, c'est Rimbaud. Il n'a pas arrêté de le dire. Quelle que soit sa religion, etc. Mais même moi, je vais vous dire, je dévie. J'ai une fois assisté à la messe là-bas, moi qui suis mécréant comme les pierres, la messe là-bas dit par Didier Sandre, la messe là-bas, donc, de Claudel, dit par Didier Sandre. Mais j'étais dans un bonheur incroyable, parce qu'il y a un souffle, une puissance de langue. Je dis, mais si nous qui sommes contraints à écouter Pujadas, quoi, ou les machins dans le genre, les gens qui entendent Pujadas tous les jours, ils entendent ça, ils se disent, mais alors, on peut parler comme ça, une autre langue est possible. Et si une autre langue est possible, je vous le dis, un autre monde est possible. Bon, je suis encore trop long, excuse-moi. Je voulais juste dire par rapport à Claudel, qui n'est pas ma lecture de chevet. J'ai un souvenir, c'est que donc j'enseigne dans les classes de spécialité théâtre, et donc il y a en terminale des œuvres imposées pour le baccalauréat qu'il faut travailler, comme on dit, au plateau.
Et il y a assez longtemps de ça, donc il y a eu la première journée du soulier de satin. Et donc je travaillais à l'époque avec mon vieil ami Dominique Guillard. Et on était face à ce soulier de satin, tous les deux. Moi franchement, je lisais ça, je ne comprenais rien. Même moi, prof de lettres, ça me tombe des mains, quoi. Et en fait, les élèves, quand ils l'ont lu, ça a été extrêmement douloureux. Ils ne l'ont pas lu d'ailleurs. Et en même temps, quand on y allait dans le travail, quoi, quand c'est passé par les corps et par les bouches et par les regards, bah, ça a été un super moment. Hein. Et ça n'a pas été un moment d'une espèce de poésie évaporée qui partait à je ne sais où, parce que c'était là, c'était planté dans le sol de la salle dans laquelle on était. Et finalement, ça a été une riche expérience pour tout le monde. Parce qu'il y a cette langue. Voilà, mais cette langue, elle est active que si on s'en empare et pas si on l'admire. Tout à l'heure, vous avez parlé de la poésie qui était distribuée, qu'on animait dans les lycées, dans les maisons de culture. Il faut savoir aussi qu'il y a eu de la poésie qui a subsisté dans les années 70, 80, 90, même 2000. Il y a même Claude Sérillon qui a sorti un livre de poésie. Et il y avait même Claude Sérillon, c'était un journaliste. Ah oui, oui, oui. Qui a sorti un livre de poésie. Oui, Joël Batz complètement. Joël Batz aussi, le gardien de l'équipe de France de foot, il a écrit des poèmes. Et donc, il y avait aussi, je veux dire, la poésie d'Aragon, de Rimbaud, même des chanteurs. Léo Ferré était un poète, Bernard Lavillier, Charlie Lié-Couture. Il y a toujours une poésie, mais qui n'a pas fait d'écho, qui n'a pas... Comme vous disiez qu'il y avait des choses qui sont inaudibles. Mais il y a des choses qui manquent, je veux dire, dans la société, c'est-à-dire ces fondements de culture, parce que la poésie, c'est quand même la culture. Vous parliez de Ronsard. Ronsard, il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent Ronsard. Mais vous parliez, regardez, vous avez cité simplement, vous parlez de Aragon et Léo Ferré. Oui, et après Sérillon. Vous voyez la différence? De quoi on parle dans... Mais c'est vrai, le livre de poèmes de Claude Sérillon, qui est quand même un poète comme vous êtes coureur cycliste, quoi, je sais pas. Il a le droit d'écrire. Mais moi, je suis tombé dessus par hasard, hein, je suis pas... Mais quand même, je veux dire, vous voyez bien comment on met en avant un poète qui n'est pas un poète. Simplement, c'est une vedette. Et il écrit des poèmes. Oui. Qu'il a envie d'écrire des poèmes, tant mieux. D'ailleurs, si Sérillon est un type respectable... Voilà, je l'ai rencontré, je crois qu'il aime vraiment la poésie en plus, il la lit, etc. Mais c'est vraiment pas un très bon poète. Mais le problème c'est ça, c'est pourquoi aujourd'hui c'est celui-là qu'on entend, n'est-ce pas? Où je vous dis, et que jamais vous n'avez entendu le nom de Franck Venaille, peut-être. Et Franck Venaille est un des plus grands poètes des 50 dernières années. Qui a eu le concours de la poésie, tous les prix, je sais pas, tous les grands prix de poésie, etc. Et alors qu'on connaît, on peut avoir entendu parler. Donc ça veut bien dire, c'est ça le problème. Ce dont on a été privé, dont on est dépossédé parce qu'on met en avant un art qui n'en est pas un. Parce que cet art-là, il est pipé d'emblée. Sérillon, il est publié parce que c'est Sérillon. C'est-à-dire une image visuelle. On pourrait en entendre d'autres, je veux dire, Chevalier Couture ou... Alors, c'est encore autre chose. Mais ce que vous disiez est très juste, c'est-à-dire que ceux qui ont... bien sûr qu'il y a toujours eu des poètes et des artistes authentiques, il y en a toujours eu. Alors quand je parlais du grand désert, je parle d'un désert public, social et public. Qui avait accès à quoi? Par exemple, quand Aragon est chanté par Ferrat, par Ferré, etc., on peut dire que c'est une immense majorité des Français qui ont eu accès à ça et qui l'ont aimé, et qui ont été nourris de ça. Et même pour Brassens, Sébrel, etc. Mais après est arrivée quand même une vague de production qui n'ont plus rapport profondément à l'art, qui ont les formes de l'art, on appelle des artistes, des musiciens chanteurs, qui nous servent de la pissette, quoi, quand même, non? Parce que quand même on s'émerveille de choses qui ne méritent pas vraiment, excusez-moi. Parce que ce qui mérite vraiment, c'est toujours problématique, ça demande toujours un effort, une préoccupation particulière. Il n'y a pas d'art authentique qui ne demande pas un effort. Désolé, je le répéterai jusqu'à ma mort. Et cet effort, simplement, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut l'accomplir. Oui, pardon. Une autre question?
Personne? Ah, moi j'en ai une. Je peux? Ouais, non. Allez-y. Non. Quelle place attribuez-vous au rap? Ça, c'était ma question. Mais non, c'est normal. Qui c'est? Rap, slam, etc. Alors, je vais vous dire. Évidemment qu'il y a toujours eu dans l'art, c'est un monde complexe, c'est un cosmos l'art. Il y a 1000 choses dans la langue ou dans les formes, etc. Par exemple, en peinture, il y a le street art, vous voyez, mais avant, il y avait les peintures rupestres. Hein. Et donc, il y a toujours plein de formes de l'art. Et il y a des formes qu'on dit populaires, d'accord? Et donc, qui sont issues, apparemment, en tout cas, comme ça, spontanément, du réseau, des couches les plus démunies, on va dire. Eh bien, il faut toujours se méfier de la première vue. Par exemple, le slam. Le slam, vous savez d'où il est né? Il est né à Chicago, dans les années 60. Et il est né de poètes qui sont issus de la Beat Generation, c'est-à-dire une grande période de la poésie protestataire américaine. Vous avez là-dedans Kerouac, vous avez Burroughs, vous avez plein d'autres, ça. Et ces poètes sont des vrais poètes, au sens où ils sont d'ailleurs d'origine modeste la plupart du temps, mais c'est des poètes qui ont beaucoup lu, qui ont toute une culture. C'est-à-dire qu'ils connaissent Rimbaud comme ils connaissent Virgile ou Sophocle. Et c'est vrai que le slam naît de ces gens-là qui écrivent simplement ils écrivent des poèmes de protestation, mais nourris de tout ce que j'ai dit, et ils le font à Chicago dans les bistrots, parce que ils voulaient être en marge, c'est la littérature des marges, de l'underground, etc., pour sortir de l'institution. Mais ce slam-là, c'est en fait que de la poésie protestataire de gens intellectuels, de poètes constitués, je vais dire, et qui prend une forme inattendue dans les bistrots. Mais je vous rappellerai que la poésie dite dans les bistrots, chez nous, on connaît ça depuis très longtemps. Au XIXe siècle, il y en avait plein. Les bistrots où les poètes, vous savez que Rimbaud, Verlaine, Charles Cros, Germain Nouveau, ils peuglaient leurs poèmes dans les bistrots. On ne les appelait pas des slameurs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le rap ou le slam naissent effectivement dans des lieux imprévus, non autorisés, non légitimés. Ça ne commence pas par le livre, ça commence dans l'oralité. Alors, le fait que ce soit dans l'oralité, ça veut pas dire, ça renvoie à toute une tradition de l'art populaire, qui est beaucoup dans l'oralité, le chant, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'oralité, par exemple, dans l'art, on va dire, plus institutionnel. Et donc, quand on nous dit, c'est ça que je veux dire, quand on dit le rap ou le slam sont des novations extraordinaires, non. C'est une modalité, pour la poésie notamment, une modalité qui existe depuis longtemps. Il y a une intuition formidable chez les rappeurs, mais qui est une intuition qui est celle qui a fait tous les poètes depuis longtemps. C'est que si vous changez le rythme de la langue, par rapport au rythme, nous avons tous un rythme de notre langue dans l'oreille, tous. Dans toute communauté humaine, il y a un rythme dominant. C'est une sorte de rythme médian, en quelque sorte, le rythme de la langue parlée. Si vous modifiez ce rythme, alors tout d'un coup, quelque chose se passe dans la langue. C'est le premier pas du poème. Tout poème naît de l'effraction dans le rythme ordinaire de la langue. Tout simplement parce qu'il fait intervenir une scansion. Et qu'est-ce que c'est qu'une scansion? Vous savez bien, c'est des problèmes d'intonation et de silence. En fait, dès qu'on met du silence dans la langue, on fait quelque chose, dès qu'on rompt le continuum ordinaire de la langue, dès qu'on fait éruption par le silence, par un arrêt, une apnée, un soupir, un respire, dès qu'on fait ça dans la langue, on fait apparaître quelque chose qui rend la langue incongrue, et tout d'un coup on écoute. On n'écoute pas d'abord ce qui se dit, mais on écoute que ça parle différemment. Et ce que l'intuition géniale des rappeurs, mais qui est l'intuition de tous les poètes, c'est que pour se faire entendre dans une communauté donnée où la langue est en partage à tous, la langue ordinaire, etc., il faut faire effraction dans le rythme. Et ils ont trouvé ça. Et ils ont réussi. Ils se sont fait entendre. Et au-delà de ça, est-ce qu'il suffit de se faire entendre? Il suffit, c'est comme aujourd'hui l'histoire de Jésus. On peut se faire entendre, c'est important quand on ne se fait pas entendre habituellement.
Mais pour dire quoi? Parce qu'au-delà de se faire, ah ben oui, on vous écoute. Bon, des gars ont dit, j'existe. Et ça, ils ont gagné ça. Mais après, pareil pour le slam. Ce sont des modalités contemporaines de choses très anciennes. Voilà ce que je veux vous dire, et j'en suis sûr, je pourrais le développer davantage. Maintenant, le problème, c'est que moi, je suis pour toutes les modalités inventées, nouvelles, de choses très anciennes. On ne fait jamais du neuf, on ne fait que du autrement. Voilà ce que je crois personnellement. Et l'autrement étant ce qu'on appelle le nouveau. Et donc, la question, c'est qu'est-ce que ça dit? Et c'est là que on doit se poser la question de qu'est-ce qui est le critère de la poésie ou pas. Il faut qu'il y ait, au-delà du rythme, d'autres interventions dans la langue. Et à d'autres niveaux de la langue. Et par exemple, au niveau sémantique. Parce que vous voyez, quand on fait du slam ou du rap pour dire « la vie, elle n'est pas belle, le monde est une poubelle », peut-être que parce qu'on parle différemment, on se fait entendre, mais si c'est pour dire ça, excusez-moi. Moi, j'ai écrit Stabat Mater Furiosa et j'ai dit une chose toute bête. Et si je vous le dis là, vous allez hausser les épaules. La guerre, c'est terrible, c'est horrible, c'est insupportable, il ne faut plus de guerre. Si je vous dis comme ça, allez, bravo Siméon. Hein. C'est vrai, mais j'ai écrit ça, pour dire ça, j'ai écrit un texte en vers, un poème dramatique en vers qui dure 1 heure quand on le dit. Parce qu'il n'y a que dans l'élaboration complexe de la langue et du sens qu'on apporte quelque chose à la compréhension du monde. C'est pour ça qu'il y a des poètes. C'est pour ça que il y a un travail pour être poète. Tout le monde n'est pas poète en disant « je ne suis pas content, je le dis ». Ben, ça ne suffit pas. C'est un bon début. Hein. Rimbaud, il a commencé sûrement comme ça. Sauf qu'à 12 ans, à 13 ans, Rimbaud, il faisait des dissertations en latin. En vers latin. On oublie ça, hein. On dit le cancre, Rimbaud, etc. Non, non. Son prof voulait le mettre au concours général, il n'a pas voulu. C'était un élève très brillant, plein de savoir. Et donc moi, quand j'ai plein d'amis rappeurs et slameurs, hein. Aujourd'hui j'ai reçu un mail d'un ami, enfin un ami, en tout cas je le connais, Capitaine Alexandre, voilà, c'est un jeune slameur. Il est connu, hein, il a plein de trucs, il passe à la télé, tout ça. Et c'est bien, je suis pour. À partir du moment où il y a au-delà que le simple geste de vouloir se faire entendre. C'est-à-dire que pour dire tout simplement, dans le slap et le rap, il y a 3/4 de textes qui, au-delà de cette qualité-là, bravo, c'est bien, ça existe, ne disent rien. N'apportent pas vraiment un point de vue subversif même sur le monde du réel. Il ne fait que de répéter à peu près des stéréotypes de la colère. Alors même une colère pour être efficace, elle ne faut pas qu'elle soit stéréotypée. Et d'ailleurs celle-là, si elle est efficace, celle qu'on entend, c'est qu'elle n'est pas stéréotypée. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, c'est pareil pour la langue. Je crois que, si vous voulez, je ne dis pas qu'il faut écrire la colère comme Rimbaud, comme Artaud. Je veux dire Artaud. Ah oui, Artaud, magnifique, et c'est la plus grande colère qu'on puisse connaître contre Dieu, contre la vie même et son absurdité. Voilà, si vous voulez, il y a un truc violent comme ça. Mais sans aller jusque-là. Moi, ce que je me rappelle d'un jeune slameur formidable, Charles Mendy, qui est à Frappe, il doit toujours y être. Et lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait les petits jeunes qui voulaient faire du slam, il les mettait en atelier, et il a commencé par leur lire du Capital de la douleur d'Éluard, ou du Rimbaud, ou du Verlaine. Et après, il dit, ah, maintenant, allez-y, parlez de votre cité. C'est pas pareil de parler de sa cité quand on a entendu Rimbaud, et qu'on s'est approprié les libertés que Rimbaud a inventées dans la langue, que de le faire comme ça spontanément avec le langage dont on dispose. D'où l'intérêt de l'éducation populaire. Vous voyez Une autre question? J'arrête pas de réfléchir à, je ne serais pas étonné, on se tutoie, à cette constatation que tu as faite avec les jeunes poètes. Ils ont retrouvé le sens. Et tout à l'heure, on n'invente pas, on fait autrement. Je relis ça à la vie sociale et politique du pays. J'ai cette phrase qui choque plus d'un de mes camarades quand je leur dis. Je trouve que le peuple français, en tous les cas, les forces vives, créatrices du peuple français sont en avance sur les partis politiques et les syndicats progressistes. C'est pas nouveau, hein?
Pardon. C'est pas nouveau. Là, ouais. Tout le monde va éclater de rire. Au moins maintenant, je le découvre avec l'expérience. Ah ouais, d'accord. Avant, je ne le sentais pas comme ça. Ouais, ouais. Est-ce que c'est réel, ce que je dis? Chacun ici peut penser ce qu'on veut des Gilets jaunes. Moi, je m'arrête. J'oublie pas comment on essaie de dévoyer, y compris par la violence, leur mouvement. Mais il y a des expressions de femmes et d'hommes sur un rond-point, sur des barrages, etc. C'est extraordinaire. J'invite tous ceux qui pourront rechercher à trouver la déclaration des Gilets jaunes de Commercy dans la Meuse. C'est du commun, mais total. Et excusez-moi, chacun ne sera pas surpris ici. C'est de la perspective communiste, c'est-à-dire de la mise en commun. C'est sensationnel. Est-ce que tu partages ça? Je trouve que ce mouvement, je le percevais avant, mais je trouve qu'il y a des tas d'espoir dans l'évolution de la société grâce à cette prise de conscience qui est peut-être le même cheminement que celui de ces jeunes poètes. Il se passe, à ma façon, dans notre peuple, je vois du nouveau. Et on va me dire, bah, dis donc, l'abstention. Non, non, non. Dans la réflexion, le bien fondé, ces gens de Commercy ils disent, mais vous n'avez rien compris, c'est pas là. On a peut-être démarré avec la taxe sur le fioul. On veut que le peuple dirige. Réflexion pas nouvelle, mais personne n'a été leur dire. Ils n'ont pas trouvé un slammer qui voulait leur dire on va vous réciter, etc. C'est venu d'eux. Je trouve que c'est fort. Non, j'exagère. Non, mais je crois que, comme dans tout mouvement populaire, là, on peut quand même comparer avec dans l'histoire. Moi, ça me fait beaucoup penser aux jacqueries. Vous savez, les fameuses jacqueries qui étaient des éruptions spontanées et imprévues de l'ordre féodal, n'est-ce pas, dans l'ordre féodal, imprévues, parce que personne, il y avait pourtant une police, il y avait des prévôts et tout ça, personne ne savait que tout d'un coup ça surgissait comme ça, et c'était violent, et ça se répandait à toute vitesse, alors que les paysans ne se parlaient pas de politique, hein. Et tout d'un coup, ils étaient tous ensemble, nombreux, et ils allaient dans les châteaux, ils vidaient tous les meubles, ils faisaient les meubles par les fenêtres, et ils faisaient subir un mauvais sort aux châtelains. Donc ce genre d'effervescence populaire, d'éruption populaire, je crois que ça a toujours existé partout. Évidemment, avec les siècles sont différents, les moyens sont différents. Aujourd'hui, par exemple, l'Internet est une donnée du commun, avec l'ambivalence toujours. Ça peut être le pire et le meilleur. Hein. Mais alors, comme dans tout mouvement populaire, le problème, c'est que pour y voir clair, c'est pas simple. Même pour nous. Et pour entendre clair. Parce que c'est discordant. Parce qu'il y a ça. Il y a des gens qui ont beaucoup lu des journaux, hein, écouté la radio, et qui ne sont pas des intellectuels. Parce qu'on croit trop qu'il n'y a que les intellectuels, ça c'est vrai, qui peuvent parler à la radio, aux informés de France Info. Vous voyez, quand on a inventé ce truc, les informés de France Info, j'ai hurlé parce qu'on appelait ça les informés. C'est-à-dire, ceux qui parlent sont les informés. Vous voyez, nous on ne l'est pas, on va vous informer. Et ça dit long du mépris et d'une erreur de jugement de ceux qui ont le pouvoir médiatique, etc. Ils pensent qu'eux ont le savoir, et puis on va vous le transmettre. On va vous éclaircir les choses, en fait. Et vous voyez bien qui vient éclaircir les choses. Hein. Donc, je crois que oui, il y a des gens qui parmi nous, on pourrait, nous, avoir des propos très sensés. Moi, ce qui me frappe, c'est que, d'habitude, et ça fait pas mal de temps maintenant, on fait des micro-trottoirs. On fait dans le Parisien, dans la montagne, dans tous les journaux d'ailleurs, partout, c'est devenu une mode, on fait parler les gens. Et vous avez remarqué qu'on leur pose une question, et que la réponse est 5 lignes en général, avec la photo. Et j'ai dénoncé cette imposture depuis longtemps. On dit, mais on donne la parole aux gens, c'est une société démocratique, jamais on a autant fait parler. Et c'est vrai, jamais on a autant mis le micro devant tous les jours de la semaine, depuis des années, dans les radios, à la télé, sur France 3, on fait parler les gens à chaque émission. Et justement, c'était une manière de ne pas faire parler les gens. Parce que pour parler vraiment, il faut du temps. Il faut élaborer, il faut prendre le temps de parler, etc. Et c'est ce qui se passe. C'est que là, il y a certaines personnes qui, sur le net ou devant le micro, parlent plus longtemps. Et ça, c'est peut-être la grande découverte, c'est qu'il y a des gens qui sont capables de parler, de réfléchir et de penser, sans être des intellectuels ou des légitimés, etc. Mais après, moi, quand je dis que c'est très discordant,
Parce que tu dis il y a des choses très réjouissantes, et c'est vrai, mais il y a aussi pire. Comme dans toute manifestation, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'infiltration d'extrême droite, on le sait. Tu vois, tu te rappelles l'histoire de la une de Paris Match, etc. Et on sait très bien qu'il y a des milices d'extrême droite qui s'entraînent depuis longtemps. Le Canard enchaîné avait fait un reportage là-dessus, dans les campagnes du Sud, je ne sais pas où, ils se mettent un peu à l'écart et ils s'entraînent. Ils s'entraînent à la guérilla. Et ça, c'est pas d'aujourd'hui, hein. Et donc, on voit bien qu'aujourd'hui, ils sont là. Et donc, il y a, comme dans tous les mouvements populaires, il y a des manipulations, il y a des intrusions. Voilà. Moi, je crois que lire ça, c'est très compliqué. Je suis, comme vous tous, dans l'idée quand même qu'il y a quelque chose qui se passe, de neuf, d'inattendu, d'imprévu, et qui dérange beaucoup nos élites. Parce qu'ils ne savent pas le lire. C'est ça. Ils ne savent pas le lire. Ben oui, c'est illisible parce que tout d'un coup, ça parle autrement. Voilà, c'est certain. Et moi non plus, je ne sais pas trop le lire. Et je vais vous dire, moi, je prétends ne pas savoir le lire. J'essaie de lire, mais je n'ai pas de lecture claire. Et c'est ça notre difficulté aujourd'hui. Mais est-ce que les élites de 1789 avaient une lecture claire de ce qui se passait à la Bastille? Une lecture claire? Non, ils n'avaient pas. Je ne crois pas. Et la grande bourgeoisie dominante par rapport à ce qu'a dit Pierre Goldberg, c'est vrai qu'il y a des gilets jaunes qui disent il faut qu'on prenne le pouvoir. Je suis tout à fait d'accord. Mais ils disent il faut supprimer le Parlement. Et la grande bourgeoisie a compris ça, parce qu'ils ont quand même des places avec des bons salaires et tout, quoi. Donc, je veux dire, il y a quelque chose qui se passe et nous, en tant que militants, je pense qu'on doit soutenir ce mouvement. Y compris d'ailleurs pour éviter que l'extrême droite noyaute les choses, quoi. Alors après les violences, c'est autre chose. Enfin bon, quand ils ont pris la Bastille, c'était aussi de la violence. Hein. Moi, je veux bien, mais enfin... Parce que qu'on tague l'Arc de Triomphe, ça peut être choquant. Mais quand on met des gens à la misère, quand on les accule à la misère, etc., est-ce que ça, c'est pas plus choquant? Complètement d'accord. Hein? Ça vient dans une société qui était gouvernée par le politiquement correct. Là, on est dans le politiquement correct. Mais on dit aux gens, vous êtes en colère. Oh ben vous avez bien raison, mais soyez sages dans votre colère. Faites-nous une colère tranquille, une petite colère pépère. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils font monter la femme de Bretagne. Là. On la voit continuellement sur les écrans de télé parce qu'elle est un peu très modérée. Les grandes colères, on casse la vaisselle. Ils ont senti là tout de suite. Ben oui, c'est un vrai problème, c'est vrai. Et après, il n'y a pas de toute façon, il n'y a pas de bouleversement profond sans violence. La question, c'est quelles sont les formes de cette violence, jusqu'où cette violence, etc. Contre qui elle s'exerce. Et là, on n'a pas fini de réfléchir à ces questions. Alors peut-être que l'action va dépasser, en tout cas prendre de court notre réflexion. Hein, ça ira plus vite. Il est l'heure qu'on s'arrête. Ça va, s'il n'y a personne plus de... Ben voilà. Ben merci. Hein. Merci. Ouais, je voulais vous lire un poème de... Ah oui. Mais pas de moi, hein. Je voulais vous lire un poème de mon ami Awad. C'était à propos de poésie engagée. Awad, c'est un poète touareg. Et c'est un grand poète. Hein. Vous le trouverez dans la collection Poésie Gallimard. Voilà. Et c'est un type... Et il défend les Touaregs, les Berbères, et je l'ai vu à Paris, c'est un vrai de vrai. Hein. Et il vit là-bas, hein. Il revient, enfin il vit beaucoup en France quand même. Mais enfin il va là-bas sans arrêt. Et lui, c'est simplement pour vous en dire un tout petit bout, quoi, comme ça, voilà une poésie d'aujourd'hui, complètement engagée et violente. Il écrit en français. Il écrit en amazigh. En berbère. En berbère. En amazigh. En amazigh. C'est la langue berbère. Voilà, il écrit en amazigh et c'est traduit là. C'est traduit, mais la langue, moi je ne connaissais pas la langue, il m'a écrit une préface, enfin une petite dédicace à un ami. Quoi. Et je ne savais pas que l'amazigh est très très différent, évidemment ça n'a rien à voir avec l'arabe, hein, mais très différent de tout ce qu'on connaît, c'est très proche de l'hébreu. En fait. Et donc je voulais vous faire parce que voilà un type complètement engagé qui va là-bas, qui m'a expliqué comment la répression des Touaregs, des Berbères,
Donc l'Algérie, le Mali, tout ça, quoi. Voilà, ils sont encore très nombreux. Hein. Alors, je vous en lis un tout petit extrait parce qu'il y en a qui ont faim, je comprends. Broyage, démolition, crépuscule, le désert pue, jour de plomb et de sueur, haleine des tueurs sur le sang des tués. Le cadavre respire encore et regarde les pantins de la soumission, pacification, tout à leur jeu d'anéantissement. Flèche des souvenirs, rappel des orientations, zone de la mort. Ils vous ont parqué, toi, tes sœurs, tes frères, ta mère, 5 chèvres, une chamelle et la chienne, et votre gamelle trouée, pour que vous puissiez contempler le miroir de votre soleil étranglé. Le crépuscule est ligoté lui aussi, comme votre père, qui déjà ne compte plus, enchaîné, harnaché sur la planche à torture, villa, gouvernorat du successeur du commandant de la colonisation d'hier. Soleil et crépuscule s'étranglent, sanglés comme les pères enchaînés qui ne comptent pas. Et soudain, malheur aux yeux et aux oreilles de l'innocent, la terreur revient. Procession d'images et de voix, les visions se confondent, s'interpellent, se répondent, s'entrechoquent, se poursuivent. Brouhaha, éclairs, tonnerre, nuées, vacarme, désordre, désir de foudre, etc. etc. Vous voyez, ça dure longtemps comme ça. Mais alors voilà une colère de Touareg. Vous êtes d'accord avec moi pour qu'on remercie chaleureusement Jean-Pierre Siméon, qu'on remercie Anne et Sandra pour être venus ce soir, merci. Certaines d'entre vous ont participé à nos premières rencontres et peut-être pensent-elles que nous étions loin pendant les précédentes de cette soirée, pas du tout. On a dit en septembre, en octobre et en novembre, tous les malheurs que sèment les dividendes, les actionnaires capitalistes. Et aujourd'hui, on l'a abordé sous un autre angle. Si vous étiez disponible et que vous ayez encore envie de venir à l'atelier, 24 janvier, nous allons faire ceci qui est aussi un signe de faire autrement et un signe d'un sens nouveau. Voilà le thème. Avec les salariés en première ligne comme repreneurs d'entreprise, pouvons-nous construire un autre monde économique sans les actionnaires capitalistes et leurs fabuleux dividendes? Avec Olivier Leberquier, président du conseil d'administration de Fralib, militant pendant 36 mois, ou 33, je ne me rappelle plus. 1336 jours. 1336 jours. Rim Idri. Rim Idri est une jeune femme qui est syndicaliste et administrative, qui était dans la lutte. Elle m'a expliqué au téléphone, je ne savais pas ce que c'était qu'un syndicat, je ne savais pas ce que c'était que de lutter, et maintenant elle est dirigeante de l'entreprise. Et Martine Lebeau, gérante de la librairie des Volcans, c'est pas la peine que je vous explique comment ces salariés, et surtout ces salariés EES, se sont battus. Vous avez plusieurs façons de nous aider. Vous pouvez, il y a un petit carton là-bas, vous pouvez mettre quelque chose dedans, on tire le diable par la queue, mais on y arrive. Vous pouvez nous laisser votre adresse, mail ou postale. Vous pouvez nous aider. Et puisque je suis parti à vous mettre l'eau à la bouche, en février, nous tenterons de répondre à la question, et si c'était les salariés, les usagers et les collectivités publiques qui dirigeaient l'hôpital. L'hôpital est au fond du trou. En mars, gros point d'interrogation. Peut-être nous aurons Jean Ziegler. Et peut-être qu'avec lui, nous répondrons à une question, mais dans une forme inédite de l'atelier, mais nous avons encore à creuser. Qu'est-ce qui manque aux luttes pour être victorieuses? Et là, on cherche comment donner du sens à tous ces mouvements sociaux. En avril, nous dirons, après cette courageuse longue lutte des cheminots, mais qui s'est soldée par le fait que nous n'irons plus jamais à Paris d'une seule traite, mais il faudra changer à Bourges. Tout est détruit. Avec 2 intervenants, un cheminot et un autre intervenant, nous dirons, et si c'était les cheminots qui dirigeaient la SNCF? C'est ce genre de débat. Alors ce soir, je ne sais pas, nous sommes une 50aine. Je vais vous faire part de notre souci. Cette année, notre public faiblit, nos fréquentations faiblissent. Nous étions dans une épure de 40-60, nous sommes dans une épure de 30-40.
C'est le seul lieu de débat. Je rends hommage aux 70 adhérents de l'atelier. Il faut tout faire. Ça y est, je vois que vous avez pris l'engagement. Vous serez tous là le 24 janvier. Je ne me rappelle plus où, mais c'est dans mon leçon. Et moi, Vous pouvez patienter. Il va traverser la salle d'un coup, Jean-Pierre, et il ira dédicacer. Vous avez 5 ou 6 de ces ouvrages qui sont là-bas. Est-ce que je peux faire une petite annonce? Ça le concerne encore. Donc si jamais vous avez envie de voir ce qu'on a fait, nous, les communards, très modestement, mais avec beaucoup d'exigence, voilà, avec le Stabat Mater Furiosa, ce si beau texte, c'est pas encore officiel, mais on devrait le jouer au bastringue, au petit bastringue à Cône d'Allier, le dimanche 31 mars. Donc suivez la programmation du petit bastringue et peut-être que quand ça sera confirmé, on pourra le faire passer aussi comme information dans une invitation de l'atelier. Voilà, d'accord? Voilà. Allez, on s'applaudit tous.